L'après-midi où Mrs. Montague était attendue à Hill House, Eleanor partit toute seule dans les collines. Elle n'avait aucun but particulier, ne se souciait même pas du chemin qu'elle empruntait, ni du lieu où la conduirait sa promenade. Elle voulait simplement se retirer en secret et, surtout, échapper aux sombres boiseries de la maison. Découvrant un repli de terrain où l'herbe était douce et sèche, elle s'y allongea. Depuis combien d'années ne s'était-elle pas couchée dans l'herbe pour être seule et réfléchir? Tout autour, les arbres et les fleurs se tournèrent vers elle, attentifs, avec cet air étrangement gracieux que prennent les choses de la nature lorsqu'on les interrompt soudain au milieu des présentes occupations que sont la croissance et la mort. La végétation semblait tenue de se montrer bienveillante envers une pauvre créature, terne et insignifiante, qui avait le malheur de ne pas être enracinée dans la terre, mais devait sans cesse se déplacer d'un endroit à l'autre. Eleanor cueillit distraitement une marguerite sauvage, puis, étendue dans l'herbe, contempla la fleur qui mourait entre ses doigts. Elle ne ressentait rien, sinon un bonheur d'une farouche intensité. Arrachant un à un les pétales de la marguerite, elle se demanda en souriant « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» « Déposez les bagages dans le vestibule, Arthur !» ordonna Mrs. Montague. « N'y a-t-il donc personne pour nous aider à ouvrir cette porte? Il faudra pourtant que quelqu'un monte les bagages. John, ma chérie !» Le docteur Montague déboucha dans le vestibule, sa serviette à la main. Docilement, il posa un baiser sur la joue que sa femme lui tendait. « Je suis content que vous soyez enfin arrivés. Nous commencions à désespérer. J'avais dit que je viendrais aujourd'hui, n'est-ce pas? Ai-je l'habitude de ne pas venir lorsque j'ai dit que je viendrais? J'ai amené Arthur. »« Arthur ?» dit le docteur sans enthousiasme. « Qui d'autre aurait pu tenir le volant? Vous vous imaginiez peut-être que j'allais conduire si longtemps? Vous savez que cela me fatigue. Enchanté. Enchanté. » Le docteur se tournit et sourit à Eleanor, Théodora et Luc, qui hésitaient sur le seuil de la porte. « Ma chérie, voici mes amis qui ont passé ces quelques jours avec moi à Hill House. Théodora, Eleanor Vance, Luc Sanderson. » Théodora, Eleanor et Luc émirent un murmure poli auquel Mrs. Montague répondit d'un hochement de tête. « Je vois que vous n'avez pas jugé utile de nous attendre pour le dîner, » fit-elle remarquer. « Nous ne pensions plus que vous arriveriez aujourd'hui. » J'avais dit « aujourd'hui » pourtant. Bien entendu, il est tout à fait possible que je me trompe, mais je crois m'en souvenir. Je suis sûre que j'apprendrai vite à connaître vos noms. Je vous présente Arthur Parker, qui m'a amené jusqu'ici parce que j'ai horreur de conduire. Arthur, voici les amis de John. Quelqu'un peut-il se charger de nos bagages? Le docteur et Luc s'avancèrent. Bien entendu, je désire être installé dans votre chambre la plus hantée. Arthur dormira n'importe où. La valise bleue est à moi, jeune homme, ainsi que le petit attaché-caisse. Le docteur répondit au regard interrogateur de Luc. La nurserie, je pense. J'ai tout lieu de croire que la nurserie est une pièce assez active, ajouta-t-il à l'intention de sa femme. Elle poussa un soupir d'irritation. Il me semble que vous auriez pu vous montrer plus méthodique. Voilà près d'une semaine que vous êtes ici, et je présume que vous n'avez encore rien fait avec la planchette, ni à l'écriture automatique. Je suppose aussi qu'aucune de ces deux jeunes femmes ne possède le moindre don médiumnique. Ces valises-là sont celles d'Arthur. Il a emporté ses clubs de golf, au cas où. « Au cas où quoi ?» demanda Théodora. Mrs. Montague se tourna vers elle pour lui décocher un regard glacial. « Je m'en voudrais d'interrompre votre dîner, » finit-elle par dire. « Il y a une barrière de froid juste devant la porte de la nurserie, » expliqua le docteur, espérant visiblement contenter son épouse. « Parfait, mon ami. Ce jeune homme ne va-t-il pas monter les bagages d'Arthur à l'étage? J'avoue que vous m'avez l'air passablement égaré. Presque une semaine que vous êtes ici. Je m'attendais à découvrir un semblant d'organisation. Des résultats? Il y a eu des manifestations très claires. Eh bien, à présent que je suis là, nous allons progresser. Où Arthur peut-il ranger sa voiture? Il y a une écurie vide à l'arrière de la maison, où nous avons déjà garé les nôtres. Il pourra l'emmener demain matin. Absurde! Je n'aime pas remettre les choses à plus tard. John, vous le savez.
Arthur aura beaucoup à faire demain matin. Inutile d'y ajouter encore ce qu'il peut régler ce soir. Il doit déplacer la voiture immédiatement. Il fait noir dehors, dit le docteur en hésitant. John, vous me surprenez. Croyez-vous que j'ignore qu'il fait noir dehors, la nuit? La voiture est équipée de phares, John. Ce jeune homme n'aura qu'à accompagner Arthur pour lui montrer le chemin. Merci bien, dit Luc en grimaçant. Nous avons pour politique commune de ne pas sortir dans l'obscurité. Arthur peut y aller s'il le souhaite, bien sûr, mais sans moi. Les deux jeunes dames ont vécu une expérience, commença le docteur. Quel poltron, coupa Arthur. Il se tenait debout aux côtés de Mrs. Montague. Après avoir sorti de la voiture les valises, sacs, paniers et matériel de golf. Il avait le visage rouge, les cheveux blancs, et toisait Luc avec dédain. Vous devriez avoir honte devant les dames. Les dames, comme vous dites, ont tout aussi peur que moi, répliqua Luc froissé. C'est exact, intervint le docteur en posant une main apaisante sur l'épaule d'Arthur. Quand vous aurez passé quelque temps ici, Arthur, vous comprendrez que Luc se comporte en homme sensé, non en poltron. Nous veillons à ne pas nous séparer après la tombée de la nuit. Je dois reconnaître, John, que je ne m'attendais guère à vous trouver tout aussi anxieux, déclara Mrs. Montague. La peur est une chose que je déplore dans ces affaires-là. Elle tapa du pied avec irritation. Vous savez très bien, John, que ceux qui sont passés dans l'au-delà souhaitent nous voir heureux et souriants. Ils veulent que nous pensions à eux en termes affectueux. Les esprits qui occupent cette demeure souffrent, peut-être, parce qu'ils se rendent compte que vous avez peur d'eux. Nous parlerons de cela plus tard, dit le docteur avec lassitude. Si nous terminions d'abord notre repas. Certainement. Mrs. Montague lança un bref regard à Théodora et à Éléanore. Je suis désolée de vous avoir interrompu. Avez-vous dîné? Bien sûr que non, John, nous n'avons pas dîné. J'ai dit que nous serions là pour le dîner, n'est-ce pas? Ou bien ma mémoire me trompe-t-elle de nouveau? Quoi qu'il en soit, j'ai prévenu Mrs. Dudley de votre arrivée, dit le docteur en ouvrant la porte de la salle de jeu, derrière laquelle se trouvait la salle à manger. Elle nous a laissé un festin. Pauvre docteur Montague, pensa Éléanore en s'effaçant pour permettre au docteur de conduire sa femme à la salle à manger. Il est tellement mal à l'aise. Je me demande combien de temps elle va rester. Je me demande combien de temps elle va rester, lui souffla Théodora à l'oreille. Peut-être que sa valise est remplie d'ectoplasme, répondit Éléanore. Et combien de temps pourrez-vous rester? Interrogea le docteur lorsqu'il eut pris place en tête de table, avec sa femme assise tout près de lui. Eh bien, mon ami, Mrs. Montague goûta prudemment à la sauce au capre de Mrs. Dudley. Je vois que vous avez déniché une excellente cuisinière. Vous savez qu'Arthur doit retourner à son école. Arthur est directeur d'école, expliqua-t-elle à la tablée. Et il a eu la générosité d'annuler ses rendez-vous de lundi. Nous partirons donc lundi après-midi, afin qu'il puisse assurer ses obligations mardi. J'imagine la joie de ses élèves, chuchota Luc à Théodora. Mais nous ne sommes que samedi, lui répondit-elle. Ce menu ne me déplaît point, John, déclara Mrs. Montague. Je parlerai à votre cuisinière demain matin. Mrs. Dudley est une femme admirable, dit le docteur avec circonspection. Ces plats sont un peu trop sophistiqués, selon moi, dit Arthur. Il ajouta en se tournant vers Théodora. Voyez-vous, je suis un homme au goût simple. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne lis pas de littérature de bas étage. C'est un mauvais exemple pour les gamins de l'école, car il ne faut pas croire qu'ils ne nous observent pas. Je suis sûre qu'ils prennent tous modèle sur vous, dit Théodora d'une voix neutre. Arthur secoua la tête. Nous avons bien quelques poules mouillées aussi, qui n'aiment pas le sport, restent assis dans leur coin et pleurent pour un rien. Mais nous les remettons vite dans le droit chemin. Il tendit le bras vers le beurrier. Comme Arthur était assis plus loin de son côté de la table, Mrs. Montague se pencha en avant pour le regarder. « Mangez légèrement, Arthur, » lui recommanda-t-elle. « Nous avons une nuit chargée devant nous. »« Qu'avez-vous donc prévu ?» demanda le docteur. « Vous, bien sûr, vous ne concevriez pas d'aborder ces choses-là de manière systématique. Reconnaissez tout de même que j'en ai une meilleure compréhension, plus intuitive. L'intuition est le propre des femmes, ne l'oubliez pas, John. Du moins, de certaines femmes. » Elle s'interrompit pour examiner Éléanore et Théodora d'un regard acéré. Pas de celle-ci, oserais-je dire, à moins que je ne me trompe encore.
Vous aimez tant souligner mes erreurs, John. Ma chère amie, je ne supporte pas le travail bâclé, dans aucun domaine. Arthur patrouillera, bien entendu. C'est dans cette intention que je l'ai amené. Il est tellement rare, expliqua-t-elle en se tournant vers Luc, qui était son autre voisin, de rencontrer parmi les enseignants des personnes qui sont intéressées par l'au-delà. Vous verrez qu'Arthur est étonnamment bien informé. J'irai m'étendre dans votre chambre hantée en ne laissant qu'une veilleuse allumée, et je tâcherai d'entrer en contact avec les éléments qui perturbent cette maison. Je ne dors jamais quand il y a des esprits troublés dans les environs. Muet, Luc acquiesça. Du bon sens, dit Arthur. Abordez les choses de la manière correcte. On n'est jamais récompensé si l'on vise trop bas. C'est ce que j'apprends à mes gamins. Je pense que nous commencerons par une petite séance avec la planchette après le dîner, déclara Mrs. Montagu. Rien qu'Arthur et moi, bien entendu. Vous autres, je vois bien que vous n'êtes pas encore prêts. Vous ne feriez qu'effaroucher les esprits. Il nous faudra une pièce tranquille. La bibliothèque, suggéra poliment Luc. La bibliothèque. Cela pourrait convenir. Les livres, comme vous le savez, sont généralement de bons intermédiaires. Les matérialisations les plus réussies se produisent souvent dans des endroits pourvus de livres. Et je ne connais aucun cas où elles aient été freinées par leur présence. Je présume que la bibliothèque a été époustée. Arthur est quelquefois sujet à des éternuements. Mrs. Dudley maintient toute la maison en parfait état, dit le docteur. Je veux décidément parler à cette Mrs. Dudley, demain matin. Conduisez-nous donc à la bibliothèque, John, tandis que ce jeune homme ira chercher ma valise. Attention, pas la grande valise, la petite. Apportez-la-moi à la bibliothèque, nous vous rejoindrons plus tard. Après une séance avec la planchette, j'ai besoin d'un verre de lait, accompagné éventuellement d'un morceau de gâteau. Des biscuits secs feront l'affaire, s'ils ne sont pas trop salés. Une conversation paisible en outre, avec des gens sympathiques, peut s'avérer tout à fait bénéfique, surtout si je dois être réceptif pendant la nuit. L'esprit humain est un instrument de grande précision, que l'on ne traitera jamais avec trop d'égards. Arthur, après un vague signe de tête à l'adresse d'Éléanore et de Théodora, elle sortit, escortée par Arthur, Luc et son mari. Au bout d'une minute, Théodora lâcha. « Je crois que je vais adorer Mrs. Montagu. » Éléanore réservait encore son opinion. « Je ne sais pas, Arthur me plaît davantage. Et moi aussi, je trouve que Luc est un poltron. »« Pauvre Luc, dit Théodora, il n'a jamais eu de mère. » Levant les yeux, Éléanore s'aperçut que Théodora l'observait avec un sourire troublant. Elle quitta la table avec une telle brusquerie qu'un verre se renversa. « Nous ne devrions pas rester seuls, dit-elle, en proie à un étrange essoufflement. Allons retrouver les autres. » Elle sortit presque en courant de la salle à manger. Théodora la suivit en riant dans le couloir, jusqu'au petit boudoir où Luc et le docteur les attendaient, debout devant le feu. « Qu'est-ce que c'est donc que cette planchette ?» demanda Luc. Le docteur soupira avec irritation. « Les imbéciles !» Puis, se reprenant aussitôt. « Pardon, l'idée m'agace, mais puisqu'elle lui plaît à elle, il se détourna et entreprit de tisonner les braises. La planchette, poursuivit-il au bout d'un moment, sur le mode du Ouija, est un dispositif qui permet de pratiquer une sorte d'écriture automatique. Une méthode de communication avec des êtres immatériels, disons. Mais selon moi, les seuls êtres immatériels que l'on parvient à contacter par l'intermédiaire de ce genre d'instruments sont les imaginations des gens qui les manipulent. La planchette est un petit morceau de bois léger, généralement en forme de cœur ou de triangle. Un crayon est fixé du côté de la pointe et, de l'autre côté, on cale un objet sur deux petites roues capables de glisser facilement sur le papier. Deux personnes posent les doigts sur l'objet et l'interrogent. L'objet se met alors en mouvement, obéissant à une force dont nous ne discuterons pas ici la nature, et écrit des réponses. Dans le cas d'un Ouija, l'objet se déplace vers les lettres tracées sur un tableau. Un verre à vin ordinaire peut d'ailleurs s'utiliser de la même façon. J'ai même déjà assisté à une expérience avec un jouet d'enfant à roulettes. Ce qui était assez ridicule, croyez-moi. Chacune des deux personnes pose le bout des doigts d'une seule main sur l'objet, afin de garder l'autre main disponible pour noter les questions et les réponses. Les réponses sont dépourvues de toute signification, j'en suis persuadé. Mais, bien entendu, ma femme vous assurera le contraire.
Ce sont des balivernes. Il se tourna de nouveau vers le feu. Des histoires d'écolières. De la superstition. Ma petite Planchette a été très gentille ce soir, dit Mrs. Montague. John, il y a effectivement des éléments étrangers présents dans cette maison. C'était une séance exceptionnelle, renchérit Arthur, en brandissant triomphalement une liasse de feuillets. Nous avons quantité d'informations pour vous, reprit Mrs. Montague. Surtout, Planchette n'a pas cessé de mentionner une religieuse. Savez-vous quoi que ce soit à ce sujet, John? Une religieuse à Hill House, c'est peu probable. Pourtant, Planchette semblait très sûre d'elle. Peut-être a-t-on vu dans le voisinage quelque chose d'approchant? Une vague silhouette sombre qui terrifierait les villageois lorsqu'ils rentrent chez eux tard le soir? Le personnage de la religieuse est assez répandu dans « John, je vous en prie, insinuez-vous que je me trompe ou que Planchette pourrait se tromper? Je vous affirme, et si ma parole ne vous suffit pas, vous devez au moins en croire Planchette, que les allusions à cette religieuse étaient des plus claires. Je cherche seulement à vous faire remarquer, ma chère, que le spectre de la religieuse est de très loin le phénomène le plus courant en matière de revenants. Il n'en a jamais été question à propos de Hill House, mais dans presque tous les... John, je vous en prie, me laisserez-vous poursuivre, ou bien comptez-vous y conduire Planchette sans même l'avoir entendue? Merci. Mrs. Montague marqua une pause pour se composer un visage plus calme. Il y a aussi un nom, reprit-elle, orthographié différemment d'une fois à l'autre. Hélène, H-E-L-E-N, Hélène, H-E-L-E-N-E, ou bien Helena, E-L-E-N-A. De qui pourrait-il s'agir? Ma chère amie, de nombreuses personnes ont habité. Hélène nous a mis en garde contre un moine mystérieux. Or, quand un moine et une religieuse apparaissent tous les deux dans une maison, sauf que cette maison a été construite sur un site plus ancien, dit Arthur, des influences prédominantes. On observe parfois que des influences plus anciennes continuent à s'exercer, ajouta-t-il pour clarifier son propos. On peut penser à une rupture de vœux, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'était fréquent à l'époque, vous savez, la tentation, sans doute. Je ne crois pas que... commença le docteur. J'avancerai qu'elle a été emmurée vivante, dit Mrs. Montague. Je parle de la religieuse. En effet, c'était une pratique courante. Vous n'avez pas idée du nombre de messages que j'ai déjà reçus de religieuses qui ont fini ainsi. Il n'existe aucun document permettant d'établir... John, je vous le répète, moi qui vous parle, j'ai reçu des messages provenant de ces religieuses. Vous croyez que j'affabule, John? Ou bien pensez-vous qu'une religieuse puisse délibérément faire mine d'avoir subi pareil traitement, alors que ce n'est pas la vérité? Est-il possible que je me trompe encore, John? Certainement pas, ma chère, répondit le docteur Montague, en poussant un soupir de lassitude. Avec une seule bougie et une croûte de pain, dit Arthur à Théodora. C'est abominable quand on y pense. Aucune religieuse n'a jamais été emmurée vive, dit le docteur d'un ton maussade. Puis, élevant légèrement la voix, c'est une légende, une histoire, une calomnie répandue par... Très bien, John. Ne nous querellons pas à ce sujet. Comprenez seulement que les opinions purement matérialistes doivent parfois s'incliner devant les faits. En l'occurrence, il est prouvé que parmi les revenants qui troublent cette maison, il y a une religieuse et un... Quoi d'autre? Demanda vivement Luc. Je suis très impatient d'entendre ce que, Planchette a révélé. Mrs. Montague leva le doigt d'un air malicieux. Rien qui vous concerne, vous, jeune homme. Par contre, l'une des jeunes femmes ici présentes pourrait apprendre quelque chose d'intéressant. Quelle femme impossible, songea Éléanore. Vulgaire, possessive. Hélène nous demande de chercher un vieux puits dans la cave, reprit Mrs. Montague. Ne me dites pas qu'Hélène a été emmurée vive, elle aussi, dit le docteur. Je ne crois pas, John, non. Je suis convaincu qu'elle l'aurait mentionné, le cas échéant. En fait, Hélène s'est montrée assez vague quant à ce que nous sommes censés découvrir dans ce puits. Mais je doute qu'il s'agisse d'un trésor. Il est tellement rare de tomber sur un vrai trésor en pareille circonstance. Il s'agira plus probablement d'un élément concernant la religieuse disparue. Ou plus probablement encore,
de détritus accumulés depuis 80 ans. John, je ne comprends pas un tel scepticisme, surtout de votre part. Après tout, vous êtes venu dans cette maison pour assembler des preuves d'une activité surnaturelle. Et maintenant que je vous fournis un compte-rendu des causes et une piste pour débuter nos recherches, vous adoptez une attitude franchement méprisante. Nous ne sommes pas habilités à creuser dans la cave. Arthur pourrait... commença Mrs. Montague pleine d'espoir. Le docteur l'interrompit d'un ton péremptoire. Non, mon contrat de location interdit formellement que l'on touche à la maison. Il n'est pas question de creuser dans les caves, d'arracher des lambris ou de soulever des planchers. Hill House reste une propriété qui a de la valeur, et nous sommes des chercheurs, non des vandales. Je vous croyais attaché à découvrir la vérité, John. C'est mon vœu le plus cher. Le docteur Montague traversa le boudoir à grandes enjambées, et, s'arrêtant devant l'échiquier, empoigna un cavalier qui l'observa longuement, comme pour se calmer en comptant jusqu'à 100. « Bonté divine !» soupira Mrs. Montague. « Quelle patience il faut parfois ! Néanmoins, je tiens à vous lire le petit passage que nous avons reçu vers la fin. Arthur, vous l'avez » Arthur feuilleta sa liasse de papier. « C'était juste après le message au sujet des fleurs que vous devez envoyer à votre tante, » dit Mrs. Montague. « Planchette a un esprit contrôleur qui s'appelle Mérigot, » expliqua-t-elle. « Et Mérigot s'intéresse tout particulièrement à Arthur. Il lui donne des nouvelles de sa famille, par exemple. »« Ce n'est pas une maladie très grave, » dit Arthur avec sérieux. « Je dois lui envoyer des fleurs, bien sûr, mais Mérigot ne semblait pas inquiet. » Mrs. Montague avait sélectionné plusieurs feuillets, couverts de mots éparses, griffonnés au crayon. Elle les parcourut rapidement, les sourcils froncés, en laissant courir son doigt le long des pages. « Voilà, » dit-elle enfin. « Arthur, vous lirez les questions et je lirai les réponses. Cela paraîtra plus naturel. »« Allons-y, » dit Arthur avec enthousiasme. Il se pencha par-dessus l'épaule de Mrs. Montague. « Voyons, je commence à peu près ici. Commencez à « Qui êtes-vous » ? Bien. Qui êtes-vous ? Nell, lut Mrs. Montague de sa voix tranchante. Éléanore, Théodora, Luc et le docteur se tournèrent vers elle, l'oreille aux aguets. Nell comment ? Éléanore, Nelly, Nell. Ils font cela de temps en temps, expliqua Mrs. Montague. Ils répètent plusieurs fois un même mot pour s'assurer qu'il est bien compris. Arthur s'éclaircit la voix. Que voulez-vous ? Maison. Vous voulez rentrer à la maison ? Théodora haussa les épaules en regardant Éléanore avec une moue ironique. Être à la maison. Que faites-vous ici ? J'attends. Vous attendez quoi ? Maison. À son tour, Arthur expliqua en hochant gravement la tête. Quand ils aiment bien un mot aussi, ils l'utilisent à répétition, pour le simple plaisir de l'entendre. En général, nous ne demandons jamais pourquoi, dit Mrs. Montague, parce que cela a tendance à embrouiller Planchette. Mais cette fois, nous avons pris le risque. Arthur ? Pourquoi ? lut Arthur. Maman, lut Mrs. Montague. Vous voyez, nous avons bien fait de poser la question ici, puisque Planchette s'est sentie libre de répondre. Est-ce que Hill House est votre maison ? Poursuivit Arthur d'un ton neutre. Maison, le docteur soupira. Souffrez-vous ? demanda Arthur. Pas de réponse, dit Mrs. Montague. Elle rassura son auditoire d'un signe de tête. Parfois, ils répugnent à avouer leur souffrance, pour ne pas décourager ceux d'entre nous qui sont encore dans ce monde, sans doute. Comme la tante d'Arthur, par exemple, qui ne reconnaîtra jamais être malade. Heureusement, Mérigot ne manque jamais de nous en informer. Après leur mort, c'est encore pire. Ils sont stoïques, confirma Arthur, et il reprit sa lecture. Pouvons-nous vous aider ? Non. Y a-t-il quoi que ce soit que nous puissions faire pour vous ? Non. Perdu, perdu, perdu. Mrs. Montague leva les yeux. Vous voyez ? Un mot, encore et encore. Ils adorent se répéter. Il m'est arrivé de noter un seul et même mot sur toute une page. Que voulez-vous ? lut Arthur. Maman. Pourquoi ? Enfant. Où est votre mère ? Maison. Où est votre maison ? Perdu, perdu, perdu. Mrs. Montague replia vivement la feuille. Ensuite, nous n'avons plus obtenu que du charabia.
Jamais je n'ai vu Planchette aussi coopérante, confia Arthur à Théodora. Une expérience incroyable, vraiment. Mais pourquoi s'en prendre à Nell? Demanda Théodora, agacée. Votre stupide Planchette n'a pas le droit d'envoyer des messages aux gens sans permission. Vous n'arriverez à rien en l'insultant, commença Arthur. Mrs. Montague l'interrompit en se tournant brusquement vers Eleanor. C'est vous, Nell? Demanda-t-elle. Puis, regardant Théodora. Nous pensions que c'était vous. Et alors? Jeta Théodora avec insolence. Cela n'affecte en rien les messages, bien entendu, dit Mrs. Montague en tapotant son papier avec irritation. Il est regrettable que nous n'ayons pas été présentés de manière correcte. Mais je suis sûre que Planchette, elle, vous différenciez parfaitement l'une de l'autre. C'est moi qui ai été induite en erreur. Ne vous sentez pas délaissée, dit Luc à Théodora. Nous vous enterrerons vivante. Quand ce truc-là m'enverra un message, répliqua Théodora. J'espère bien qu'il s'agira d'un trésor caché. Pas question de me faire envoyer des fleurs à ma tante. Ils évitent tous soigneusement de me regarder, pensa Eleanor. Une fois de plus, c'est moi qui me retrouve mise à part, et, par gentillesse, ils se comportent comme si cela n'avait aucune importance. Pourquoi m'adresse-t-on ce message, d'après vous? Demanda-t-elle désemparée. En vérité, mon enfant, répondit Mrs. Montague, en posant ses feuillets sur la table basse, je n'en ai pas la moindre idée. Vous n'êtes d'ailleurs plus vraiment une enfant, n'est-ce pas? Peut-être, sans le savoir, êtes-vous particulièrement réceptive aux manifestations parapsychiques? Auquel cas, ajouta-t-elle en se détournant avec indifférence, comment pouvez-vous avoir passé une semaine dans cette maison sans capter aucun message de l'au-delà? Quelqu'un devrait attiser ce feu. Nell n'a aucune envie de recevoir des messages de l'au-delà, dit Théodora d'une voix réconfortante, en prenant la main glacée d'Eleanor entre les siennes. Ce qu'elle veut, c'est dormir un peu dans son lit bien chaud. La paix, pensa Eleanor. Ce que je désire le plus au monde, c'est la paix. Un endroit calme où m'allonger pour réfléchir. Un lieu tranquille, au milieu des fleurs, où rêver et me raconter de jolies histoires. Je prendrai mes quartiers dans la petite chambre voisine de la nurserie, déclara pompeusement Arthur, afin d'entendre les cris. J'aurai préparé mon revolver, n'ayez crainte, mesdames. Je suis un excellent tireur, ainsi qu'une lampe de poche et un sifflet des plus puissants. Il me sera très facile de vous prévenir si je remarque quoi que ce soit qui mérite votre attention. Ou si j'ai besoin de compagnie, vous pouvez tous dormir sur vos deux oreilles. Arthur patrouillera dans la maison, expliqua Mrs. Montague. Toutes les heures, régulièrement, il fera une ronde au premier étage. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de se préoccuper des pièces du rez-de-chaussée ce soir, puisque je serai là-haut. Nous avons déjà souvent procédé de la sorte. Venez. Sans un mot, ils lui emboîtèrent le pas dans l'escalier, tandis qu'elle distribuait de petites tapes affectueuses à la rampe et aux moulures sur les murs. C'est un tel bonheur, continua-t-elle, de savoir que les êtres qui peuplent cette demeure attendent de pouvoir enfin raconter leur histoire et se libérer de leur douloureux fardeau. Bien, Arthur va d'abord inspecter les chambres à coucher. Arthur? Arthur ouvrit la porte de la chambre bleue qu'Eleanor et Théodora partageaient. Avec votre permission, mesdames. Quel endroit charmant, ajouta-t-il d'une voix suave. Idéal pour deux ravissantes jeunes femmes. Si vous le voulez bien, je vous épargnerai la peine de regarder dans l'armoire et sous le lit. Arthur se mit à quatre pattes pour jeter un coup d'œil sous les lits. Il se releva en se frottant les mains. Aucun danger. Parfait, dit Mrs. Montague. À présent, où dois-je m'installer, moi? Où ce jeune homme a-t-il emporté mes affaires? La paix, pensa Eleanor. Ce que je désire le plus au monde, c'est la paix. Un endroit calme où m'allonger pour réfléchir. Un lieu tranquille, au milieu des fleurs, où rêver et me raconter de jolies histoires. Je prendrai mes quartiers dans la petite chambre voisine de la nurserie, déclara pompeusement Arthur, afin d'entendre les cris. J'aurai préparé mon revolver, n'ayez crainte, mesdames. Je suis un excellent tireur, ainsi qu'une lampe de poche et un sifflet des plus puissants. Il me sera très facile de vous prévenir si je remarque quoi que ce soit qui mérite votre attention. Ou si j'ai besoin de compagnie. Vous pouvez tous dormir sur vos deux oreilles.
Il me faudra des couvertures supplémentaires, déclara-t-elle. Demandez au jeune homme d'aller m'en chercher dans l'une des autres chambres. Après avoir ouvert la porte, elle considéra la pièce d'un œil approbateur. Le lit est fait apparemment, mais la chambre a-t-elle déjà été aérée? J'ai demandé à Mrs. Dudley de s'en occuper, dit le docteur. Elle sent le renfermer. Arthur, vous serez obligé d'ouvrir la fenêtre, en dépit du froid. Sur les murs de la nurserie, les animaux surveillaient Mrs. Montague d'un air lugubre. Êtes-vous certaine que... commença le docteur. Il hésita et jeta un regard inquiet aux 2 têtes grimaçantes qui surmontaient la porte. Je me demande si vous ne devriez pas avoir quelqu'un ici avec vous. Mon ami, réjouie par la présence de ceux qui avaient trépassé, Mrs. Montague retrouvait sa bonne humeur. Combien d'heures innombrables ne suis-je pas restée, pleine d'amour et de compassion, seule dans une pièce, sans pour autant être seule? Mon cher ami, comment puis-je vous faire comprendre qu'il n'y a aucun danger là où ne réside qu'amour total et indulgence? Je suis ici pour aider ces êtres infortunés, pour leur tendre une main sincère et affectueuse, leur dire qu'il existe encore des gens qui se souviennent et sont prêts pour leur tendre une main sincère et affectueuse, leur dire qu'il existe encore des gens qui se souviennent et sont prêts à les écouter et à pleurer sur leur malheur. Leur solitude touche à sa fin et je... Oui, dit le docteur, mais laissez la porte ouverte. Je ne la fermerai pas à clé puisque vous insistez, concéda Mrs. Montague, décidément magnanime. Je suis un peu plus loin dans le couloir. Je ne me propose pas pour patrouiller. Il est clair qu'Arthur en assume la responsabilité. Mais si vous avez besoin de quelque chose, je vous entendrai. Mrs. Montague rit en agitant la main. Les autres ont bien plus besoin que moi de votre protection. Je ferai mon possible, bien sûr. Mais ils sont tellement vulnérables, avec leurs cœurs endurcis et leurs yeux qui ne voient rien. Suivi de Luc, qui semblait beaucoup s'amuser. Arthur revenait justement de sa tournée d'inspection dans les autres chambres de l'étage. Il adressa un bref signe de tête au docteur. « Tout est en ordre, dit-il. Vous pouvez aller vous coucher en toute sécurité. » Merci. Le docteur se tourna ensuite vers sa femme. « Bonne nuit. Soyez prudente. »« Bonne nuit, » répondit Mrs. Montague en souriant au groupe. « Je vous en prie, n'ayez pas peur. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que je suis là. »« Bonne nuit, » dit Théodora. « Bonne nuit, » dit Luc. Talonnée par Arthur qui répétait encore une fois qu'elle pouvait dormir en toute quiétude et leur rappelait de ne pas s'alarmer si elles entendaient des coups de feu, précisant qu'il commencerait son premier tour de ronde à minuit. Éléanore et Théodora gagnèrent leur chambre, tandis que Luc se retirait dans la sienne. Le docteur les imita bientôt, après s'être éloigné à contre-cœur de la porte de la nurserie refermée par sa femme. « Attendez !» dit Théodora à Éléanore une fois qu'elle fut rentrée. « Luc a dit que nous devions les rejoindre dans la chambre du docteur. Ne vous déshabillez pas et taisez-vous. » Ouvrant la porte, elle souffla par-dessus son épaule. « Je parie que cette vieille sorcière va finir par faire exploser la baraque avec ses histoires d'amour total. S'il y a un endroit au monde qui n'a pas besoin d'amour total, c'est bien Hill House. Vite, Arthur a refermé sa porte. Venez. » À pas feutrés, courant en silence sur le tapis du couloir, elles se hâtèrent vers la chambre du docteur. Celui-ci ouvrit la porte, juste assez pour les laisser passer. « Dépêchez-vous, » chuchota-t-il. « Pas de bruit. »« C'est dangereux, » dit Luc. Il repoussa le battant, en le laissant légèrement entrebâillé, et vint s'asseoir par terre avec les autres. « Ce type risque de tuer quelqu'un. » Le docteur était soucieux. « Je n'aime pas cela. Luc et moi allons monter la garde. Et je voudrais que vous restiez ici toutes les deux, pour que nous puissions garder un œil sur vous. Il va arriver quelque chose. Je n'aime pas cela du tout. »« J'espère qu'elle n'a pas tout déréglé avec sa planchette, » dit Théodora. « Excusez-moi, docteur Montague. J'ai l'air de manquer de respect ?» Le docteur se mit à rire, mais il ne quittait pas la porte des yeux. Au départ, elle avait l'intention de m'accompagner durant la totalité du séjour. Sauf qu'elle s'était inscrite à un cours de yoga et ne voulait pas manquer les séances. « C'est une excellente femme à maintes égards, » ajouta-t-il en les considérant avec sérieux. « Une parfaite épouse, qui s'occupe de moi à merveille. Oui, elle fait vraiment très bien les choses.
Elle recoud mes boutons de chemise. Il désigna vaguement le couloir. Cette pratique est quasiment son seul et unique vice. Elle a peut-être l'impression de vous aider dans votre travail, dit Eleanor. Le docteur fit la grimace et réprima un frisson. Au même instant, la porte s'ouvrit tout grand, puis claqua violemment. Dans le silence, ils entendirent un bruissement qui enflait peu à peu, comme si un vent d'une force inouïe se levait dans le couloir. Ils échangèrent des regards furtifs, en s'efforçant de sourire et de paraître courageux. Un froid irréel s'infiltrait dans la chambre, tandis qu'au milieu des hurlements du vent, ils percevaient les coups frappés sur les portes du rez-de-chaussée. Sans un mot, Théodora attrapa l'édredon au pied du lit du docteur et l'enroula autour d'Eleanor et d'elle-même. Eleanor avait beau se cramponner à Théodora qui l'étreignait, elle était glacée. « Ils connaissent mon nom, » se disait-elle. « Cette fois, ils connaissent mon nom. » Le vacarme remontait à présent l'escalier, en martelant les marches l'une après l'autre. Luc rejoignit le docteur qui se tenait sur le qui-vive, debout à la porte. « Ça ne se passe pas du tout du côté de la nurserie, » dit-il en l'empêchant d'ouvrir le battant. « Je dois t'avouer que ce boucan devient lassant à la longue, » ironisa Théodora. « L'été prochain, j'irai ailleurs. »« Aucun endroit n'est parfait, » répliqua Luc. « Dans la région des lacs, il y a des moustiques. »« Se pourrait-il que nous ayons épuisé le répertoire de Hill House ?» demanda Théodora, faussement désinvolte, mais la voix tremblante. « Nous avons déjà entendu ça. Faut-il s'attendre à une suite identique ou y aura-t-il une variante ?» Le tapage retentissait au fond du couloir, du côté opposé à la nurserie. Le docteur, tendu à l'extrême, secoua la tête avec anxiété. « Je vais devoir sortir, dit-il. Elle a peut-être peur. » Pressé contre Théodora, Eleanor se balançait au rythme des coups qui lui paraissaient jaillir à l'intérieur de sa tête autant que dans le couloir. « Ils savent où nous sommes, » dit-elle. Croyant qu'elle parlait d'Arthur et de Mrs. Montagu, les autres acquiescèrent, l'oreille toujours aux aguets. « Le vacarme va remonter tout le long du couloir, » pensa Eleanor, en vacillant d'un côté à l'autre, les mains sur les yeux. « Il va aller jusqu'au bout, et là, il fera demi-tour et reviendra. Puis, il continuera encore et encore, comme la dernière fois, et puis il s'arrêtera. Alors, nous nous regarderons en riant, nous oublierons combien nous avons eu froid, et, après un dernier frisson de peur qui nous parcourra le dos, ce sera fini. »« Nous n'avons jamais été menacés, » dit Théodora au docteur pendant une pause. « Pourquoi seraient-ils en danger, eux ? » « J'espère qu'elle n'essaiera pas de faire quelque chose, » dit le docteur d'un air sévère. Il était toujours debout devant la porte, mais semblait incapable de l'ouvrir à cause du bruit effroyable qui montait de l'autre côté. « Je me sens comme un vétéran, » dit Théodora à Eleanor. « Rapprochez-vous, Nell. Restez bien au chaud. » Elle attira Eleanor plus près encore sous la couverture. Le froid immonde se refermait autour d'elle. Soudain, le calme retomba, le silence mystérieux et effrayant dont ils se souvenaient tous. Retenant leur souffle, ils se regardèrent. Le docteur agrippa la poignée de la porte et Luc, le visage livide et la voix tremblante, lâcha d'un ton badin. « Qui veut un petit brandy ? Ma passion pour les spiritueux. »« Ce n'est pas le moment de faire des jeux de mots, » dit Théodora en pouffant d'un rire nerveux. « Excusez-moi. Vous ne me croirez peut-être pas, mais je n'y voyais aucun jeu de mots. » Le goulot de la bouteille tremblait au bord du verre, tandis qu'il essayait de servir un brandy. « Voilà comment on perd son sens de l'humour en vivant dans une maison hantée, » ajouta-t-il. Serrant le verre entre ses mains, il s'approcha du lit où Théodora et Eleanor étaient blotties l'une contre l'autre. Théodora sortit une main pour prendre le verre. « Buvez » dit-elle en le présentant à Eleanor. Eleanor avala une petite gorgée qui ne la réchauffa guère. « Nous sommes dans l'œil du cyclone, » pensa-t-elle. « Nous n'avons plus beaucoup de temps. » Elle regarda Luc qui apportait avec précaution un verre de brandy au docteur. Le verre glissa soudain entre ses doigts et tomba par terre. Sans qu'il n'y eût le moindre bruit, la porte fut agitée d'une violente secousse.
Luc tira le docteur en arrière. En silence, le battant subissait un assaut effroyable qui semblait sur le point de l'arracher à ses gonds, les laissant tous à découvert. Luc et le docteur reculèrent, anxieux et impuissants. « Ils ne peuvent pas entrer, » murmurait Théodora, les yeux fixés sur la porte. « Il ne faut pas qu'ils entrent, ne les laissez pas entrer, ils ne peuvent pas entrer !» La porte cessa de trembler. Une main furtive parut alors envelopper la poignée, prodiguant tout d'abord des caresses douces et légères, puis, la porte étant verrouillée, des attouchements et de petites tapes sur le chambranle. On aurait dit que quelque chose cherchait à s'introduire à l'intérieur, à force de cajolerie. « Ils savent que nous sommes ici », souffla Éléanore. Luc se retourna vivement et lui intima de se taire. Éléanore se sentait comme une enfant. « J'ai tellement froid. Jamais plus je ne pourrai dormir, avec tout ce bruit dans ma tête. Comment les autres peuvent-ils l'entendre, alors qu'il sort de ma tête? Je suis en train de me fondre dans cette maison. Je me désintègre petit à petit, car ce vacarme me brise. Mais les autres, pourquoi sont-ils effrayés aussi ?» Elle eut conscience que le martèlement avait repris. Le fracas se doublait à présent d'une consonance métallique et la submergeait par vagues. Elle porta ses mains glacées à sa bouche pour palper son visage. Oui, il était toujours là. « J'en ai assez, » pensa-t-elle. « J'ai vraiment trop froid. » Luc éleva la voix pour couvrir le bruit. « C'est à la porte de la nurserie. »« Non !» s'écria-t-il en retenant le docteur d'une main. « L'amour pur !» dit Théodora avec une joie hystérique. « L'amour total !» Et elle se mit à rire. « S'ils n'ouvrent pas leur porte, » dit Luc au docteur, qui avait posé l'oreille contre le battant. « Cela va changer. Nous allons entendre autre chose, » pensa Éléanore en écoutant l'intérieur de sa tête. Les coups s'étaient tus, comme s'ils avaient compris qu'ils ne servaient à rien. On aurait cru maintenant qu'un animal courait d'un bout à l'autre du couloir, bouillant d'impatience, observant une porte après l'autre, guettant le moindre mouvement dans l'une des chambres. Puis recommença le marmonnement dont Éléanore se souvenait. « Est-ce moi qui parle ainsi ?» se demanda-t-elle un instant. « Est-ce moi ?» Et elle entendit derrière la porte le rire ténu qui se moquait d'elle. « Attention, les enfants, j'arrive !» chuchota Théodora. Le rire enfla et devint un hurlement. « Il est à l'intérieur de ma tête !» se dit Éléanore en se cachant la figure dans les mains. « Il est à l'intérieur de ma tête et il en sort. Il en sort !» À présent, la maison tout entière tremblait et s'ébrouait. Les rideaux fouettaient les vitres, les meubles valsaient, et dans le couloir, le vacarme atteignait une violence telle qu'il semblait repousser les murs. Ils entendaient du verre voler en éclats, les gravures du couloir précipitées par terre, et peut-être également une fenêtre qui explosait. Luc et le docteur pesaient de toute leur force sur la porte pour tenter désespérément de la maintenir fermée. Le sol ondulait sous leurs pieds. « Nous partons, pensa Éléanore, et elle entendit au loin la voix de Théodora, calme, au-delà de la peur. « La maison s'écroule !» disait-elle. Cramponnée au lit, ballottée, secouée, Éléanore baissa la tête, ferma les yeux et se mordit les lèvres pour résister au froid. Son cœur se souleva. La chambre chavirait, puis, une fois stabilisée, elle se mit à tourbillonner à un rythme d'enfer. « Dieu tout-puissant !» dit Théodora. Loin, très loin dans la vision d'Éléanore, Luc rattrapa le docteur qui chancelait. « Ça va ?» lui cria-t-il, arc-bouté contre la porte, en le soutenant par les épaules. « Et vous, Théo, ça va ?»« Je tiens le coup, » répondit Théodora. « Mais Nell, je ne sais pas. Réchauffez-la, nous ne sommes pas au bout de nos peines. » Sa voix se perdit. Éléanore voyait Luc, le docteur et Théodora dans une chambre infiniment lointaine, au sein des ténèbres chaotiques où elle tombait sans fin. Rien n'avait plus de réalité, sauf ses mains, blanches, refermées autour du pied du lit.
Elle lui apparaissait toute petite, de plus en plus crispée à mesure que le lit basculait, que le mur s'inclinait, que la porte se tordait. Quelque part, quelque chose de gigantesque s'effondra dans un immense craquement. C'est certainement la tour, pensa Eleanor. Et moi qui croyais qu'elle resterait debout pendant des années. Nous sommes perdus, perdus. La maison est en train de se détruire d'elle-même. Au milieu de la tempête, elle entendait toujours le rire, d'abord léger et fantasque, puis s'élevant jusqu'à la folie. Non, se dit-elle, pour moi c'est fini, c'en est trop. Je renonce à garder possession de moi-même, j'abdique. Je renonce à cet être que je suis, et dont je n'ai jamais voulu, après tout. Quoi qu'ils veuillent de moi, ils peuvent le prendre. J'arrive, dit-elle à haute voix, et elle s'aperçut qu'elle avait parlé à Théodora, penchée sur elle. Un calme absolu régnait dans la chambre. Entre les rideaux immobiles, elle voyait la lumière du soleil. Luc était assis près de la fenêtre, le visage contusionné, la chemise déchirée. Il buvait du brandy. Assis dans un autre fauteuil, les cheveux bien peignés, l'air propre et pimpant, le docteur semblait en pleine possession de ses moyens. « Je crois qu'elle va mieux, » dit Théodora. Eleanor s'assit et secoua la tête, les yeux écarquillés. Tout autour, la maison se tenait comme une personne bien élevée, tranquille et sereine. Rien n'avait bougé. « Qu'est-ce que... » balbutia Eleanor. Les trois autres rirent. Le docteur déclara, d'une voix lasse qui contrastait avec sa mine. « Encore une journée qui s'est écoulée, et encore une nuit. » Comme j'ai essayé de le faire remarquer tout à l'heure, dit Luc, on perd complètement son sens de l'humour en vivant dans une maison hantée. Mon intention n'était pas de risquer un jeu de mots interdits, Théodora. « Comment vont-ils » demanda Eleanor. Elle avait la bouche ankylosée et les mots sortaient difficilement. « Ils dorment tous les deux comme des bébés, » répondit le docteur. « Je ne peux pas croire que ma femme ait déclenché une telle tourmente, » ajouta-t-il, comme s'il poursuivait une conversation commencée pendant qu'Eleanor dormait. « Mais j'avoue que si j'entends encore parler d'amour total... » « Que s'est-il passé ? J'ai dû grincer des dents toute la nuit, » pensa Eleanor, vu l'état dans lequel se trouve ma bouche. « Hill House est allée danser, » expliqua Théodora, « et elle nous a entraînés dans une folle sarabande. Enfin, je crois qu'elle dansait, à moins qu'elle n'ait voulu exécuter une série de sauts périlleux. »« Il est presque 9 heures, » annonça le docteur. « Quand Eleanor sera prête... »« Venez, petite chérie, » dit Théodora. « Théo va vous laver la frimousse et vous faire toute belle pour le petit déjeuner. »